nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Monsieur Jean-Marc Petit pour le réseau RENASUP, Monsieur Lionel Pilan, directeur de la FACO pour l'UNFL, Monsieur Hans Lidenlaub, chargé de mission à l'Institut catholique de Paris pour l'UDESCA, Madame Aline Aubertin, directrice de l'ICEP pour la physique, et Monsieur Yves Ruellan, président de RENASUP, pour vous présenter les 4 composantes de l'enseignement supérieur catholique tel que défini dans son statut. Nous espérons que cette soirée vous éclairera sur ces différents réseaux, leur identité, leur formation, leurs atouts et la manière dont ils se complètent. Comme à l'accoutumée, vos questions sont les bienvenues. Grâce à l'onglet questions-réponses en haut de votre écran, nous ferons un plaisir de les relayer à nos intervenants. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Ruellan afin de présenter les personnes présentes. À vous. Bonsoir, chers parents. Nous sommes heureux aussi de contribuer à la réussite de cette soirée aux côtés de l'appel. Vous venez déjà d'entendre de la part de Laure 4 sigles, 4 acronymes qui peut-être ne vous parlent pas du tout. Donc je vais demander dans un premier tour de table à nos invités d'expliquer ce que signifie leur union, leur réseau. Alors Patrick Macari pour l'UDESCA. Bonsoir Yves, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, chers parents. Alors l'UDESCA, je ne vais pas déployer du sigle, ça n'a pas d'importance. Vous connaissez peut-être plutôt les 5 universités. Merci, c'est le début. Les 5 universités catholiques, j'espère que vous m'entendez bien. 5 universités catholiques qui ont pour caractéristique d'être maillées un petit peu partout dans l'Hexagone et également à La Réunion en Polynésie française. Vous connaissez peut-être l'Institut catholique de Paris, la Fédération de Lille, Lyon, bien sûr, Toulouse, et puis le Grand Ouest avec Angers et Nantes. Donc, un maillage territorial qui se développe d'année en année. Autre caractéristique, bien sûr, ce sont les valeurs chrétiennes que nous portons, l'accompagnement des étudiants, c'est important. Et pour se donner un petit peu un chiffre clé, on va dire qu'aujourd'hui, nos 5 universités représentent environ 45 000 étudiants qui suivent des formations qui mènent à des diplômes nationaux, donc licence, master et puis doctorat. Donc, dans le paysage de l'enseignement supérieur catholique, nous sommes plutôt le modèle universitaire avec ces 45 000 étudiants. Voilà, Yves, ce que je peux dire en introduction. Merci Patrick. Alors nous allons passer la parole à Lionel pour l'UNFL. Sans doute là, ça vous dit pas chose. Et c'est bien dommage. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. L'UNFL, c'est l'Union des nouvelles facultés libres. Une petite union, 7 établissements. Union qui a été créée, alors qui est beaucoup plus récente que la précédente fédération citée, qui a été créée en 2004. Avec un maillage territorial nettement moins développé, mais qui regroupe quand même 7 établissements sur l'Île-de-France, sur le Grand Ouest également, avec La Roche-sur-Yon, avec l'Institut catholique de Vendée, Rennes avec l'Institut catholique de Rennes, et puis le Sud est également représenté avec Domuni Universitas qui est installé à Toulouse, l'EMD, qui est une école, on en reparlera probablement plus tard, qui est installée à Marseille, et voilà, la FACO, qui est une faculté de droit, l'IPC, qui sont elles et l'IRCOM, j'oubliais l'IRCOM qui est à Angers, et les 2 autres écoles sont à Paris. Parce que le président de l'UNFL étant le directeur de l'IRCOM, ce serait dommage. Pour donner quelques chiffres, comme l'a fait Patrick tout à l'heure, on est beaucoup plus petit. L'Union représente environ 5000 étudiants, avec des établissements qui ont en moyenne 400 à 500 étudiants, le plus gros établissement étant l'Institut catholique de Vendée, qui a près de 2000 étudiants. Voilà. Merci beaucoup. Et nous allons passer la parole à Aline Aubertin, qui représente ici ce soir la FESPIC. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Écoutez, ravi de vous parler de la FESIC, donc la Fédération de l'enseignement supérieur d'intérêt commun, qui est une fédération qui a été créée en 1969, donc ancienne fédération, et qui regroupe donc des établissements occupant une position un peu particulière entre le tout public et le tout privé. Elle rassemble donc des écoles de l'enseignement supérieur du secteur non lucratif.
Elles sont donc sous statut privé, puisqu'elles portent, ce qui leur permet de porter un projet pédagogique en toute autonomie et responsabilité entrepreneuriale. Et puis, elles ont aussi leur statut associatif à but non lucratif, ce qui fait qu'elles consacrent 100% de leurs ressources à la réalisation de leur mission de formation, mais aussi leur mission de recherche. C'est un peu leur caractéristique. Et donc, elles rassemblent des écoles en contrat avec l'État, ce qu'on appelle des écoles qualifiées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, d'ESPIG, donc établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. Et elles sont donc engagées dans une sorte de délégation de mission de service public, donc pour faire à la fois de la formation et de la recherche. Elles sont toutes contrôlées par des autorités, là aussi, publiques, d'où leur qualification d'ESPIG, que ce soit contrôlées par la commission des titres de l'ingénieur, donc la CTI pour les écoles, ou ayant le grade de master, mais je pense qu'on y reviendra plus en détail juste après. Merci Aline, et je passe maintenant la parole pour le réseau RENASUP à Jean-Marc Petit. Alors, RENASUP, c'est l'organisme officiel d'enseignement catholique en charge de l'enseignement supérieur des lycées et des centres de formation. Donc, RENASUP est aussi une tête de réseau par là même, qui va rassembler plus de 525 établissements qui vont drainer un peu tout le territoire, et également qui rassemble, qui accueille plus de 90 000 étudiants dans des classes prépa, des BTS, des diplômes d'État, mais on en reparlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, merci. Donc on essaye de comprendre maintenant quelles sont les formations qui sont portées par ces réseaux. On va éviter de dresser le catalogue parce qu'on y passerait la soirée, mais on va essayer de repérer des points forts dans chacun de ces réseaux, des points significatifs pour vos jeunes. Alors, tournez un petit peu, puis vous verrez qu'on a réajusté une personne de l'UDESCA. Ne changez pas les réglages de votre ordinateur, c'était voulu. Alors, je donne la parole d'abord à Lionel Pillant. Rappelez-nous d'abord ce que c'est que la FACO, et après, vous nous dites quelles sont les formations dans votre réseau. Très bien. La FACO, c'est une faculté libre de droit, d'économie et de gestion, faculté qui a été créée en 1968 et qui se concentre aujourd'hui, en 2025, exclusivement sur des formations en droit. Formations qui sont hors Parcoursup, c'est une des spécificités de la FACO, qui délivre ses diplômes depuis donc plus de 50 ans. Les autres établissements… Peut-être quand même sur, oui. Au moins que vous le repreniez, on parle beaucoup de préparation au barreau. C'est peut-être quand même une spécificité de la FACO. Alors, pour détailler un tout petit peu, nos formations en fait, sont de type universitaire, donc du Bac+1 au Bac+5. On ne parle pas de licence, on ne parle pas de master, parce que ce sont des diplômes d'État, ce qui n'est pas le cas des diplômes de la FACO. Toutefois, la qualité des enseignements délivrés par notre établissement permet premièrement à tous nos étudiants, à l'issue de leur 3e année de bachelor, d'avoir une proposition sur la plateforme Mon Master. Alors aujourd'hui, pour les parents, ils sont plutôt sur Parcoursup, mais ils auront droit à la plateforme Mon Master d'ici quelques temps, et 100% de nos étudiants de 3e année ont eu l'an passé une proposition pour rentrer en université publique, ce qui finalement est un gage de qualité des enseignements délivrés. Le deuxième point, vous m'interrogez sur la prépa barreau. La FACO a cette spécificité octroyée par un arrêté ministériel qui a été réactualisé très récemment, de pouvoir présenter ses étudiants titulaires de leur 4e année, d'un master ERE 1, donc des 60 premiers crédits du master. Je suis un peu technique. Je suis désolé, mais en gros, à l'issue de leur 4e année, s'ils réussissent leur 4e année, nos étudiants peuvent présenter l'examen exigeant du CRFPA pour devenir avocat. Voilà, donc ça, c'est une spécificité forte de notre établissement. Et alors, voilà. Pour l'UNFL, quelles pourraient être quelques images comme alors, ça. Quelques images pour l'UNFL. L'essentiel des formations tourne autour des humanités. La philosophie, la littérature, les langues. Ce sont des points communs qui, à nombre de nos établissements, avec évidemment des spécificités. Le plus gros d'entre nous, l'Institut catholique de Vendée, a 4 facultés et donc a une faculté de sciences et a le projet d'ouvrir à horizon 2026 une école d'ingénieurs post-bac.
Et puis l'école de management de Marseille, l'EMD, offre des formations classiques en management. Voilà, mais l'essentiel des autres formations tourne autour des lettres, voilà, comme je disais, philosophie, psychologie, le droit évidemment, et la science politique. Et beaucoup on va y revenir, hein, on va creuser un peu, mais on va demander à Aline Aubertin, qui est la directrice générale de l'ISEP, d'abord de nous préciser ce qu'est l'ISEP, et puis nous parler des formations globales proposées par le réseau de la FESIC. Je vais peut-être commencer par la physique pour zoomer juste derrière sur l'ISEP. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc la physique regroupe des établissements à but non lucratif. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est qu'évidemment, ces écoles s'inscrivent dans la tradition de l'humanisme chrétien et autour de ces valeurs. Donc, c'est un réseau donc d'excellence uni autour de cette excellence, mais aussi de l'éthique et au service de la société. Et la physique regroupe aujourd'hui 7 écoles de management, 18 écoles d'ingénieurs, dont en particulier l'ensemble des écoles d'ingénieurs agro-privées, donc en contrat avec le ministère de l'Agriculture, donc hors ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également 5 écoles d'art et de sciences humaines et une école vétérinaire. Et leur caractéristique, c'est d'avoir un taux d'insertion professionnelle excellent, donc lié à la qualité des formations. 81% des diplômés de la physique trouvent leur premier emploi moins de 3 mois après la fin de leur cursus. Il y a ceux qui prennent quelques mois de vacances, donc qui sont un peu retardataires, mais tout le monde a grosso modo trouvé en moins de 6 mois. Et toutes bénéficient des accréditations européennes et internationales de plus haut niveau. Donc, je vais quand même les citer, même si je ne veux pas vous perdre dans les sigles, mais vous les aurez entendus au moins une fois. Pour les écoles de commerce, on parle donc des accréditations AACSB, AMBA et EQUIS. Et pour les écoles d'ingénieurs, qui souvent d'ailleurs délivrent à la fois des diplômes d'ingénieurs, mais aussi des diplômes de bachelor, donc Bac+3 et en grade de licence, la commission des titres de l'ingénieur, donc la fameuse CTI, et également son équivalent, l'organisation européenne ACE, qui permet d'avoir des équivalences et éventuellement aller faire une poursuite d'études à l'étranger. Deux grandes séries, en fin de compte. Il y a les écoles de gestion et puis les écoles d'ingénieurs. Alors, je n'ose pas dire qu'on n'a pas mis l'école vétérinaire là, hein, donc, mais dans les deux grandes séries qu'on va retenir, peut-être dans un premier temps, ce sont ces écoles de gestion et ces écoles d'ingénieurs. Et vous dirigez une école. Alors, donc moi, je dirige l'ISEP, qui est donc une école d'ingénieurs des technologies du numérique, qui délivre donc un diplôme généraliste dans le secteur du numérique, donc installé sur 2 campus, un à Paris, donc au pied du métro Notre-Dame-des-Champs, et l'autre à Issy-les-Moulineaux, ainsi qu'à Bordeaux à la rentrée de septembre 2025, avec la particularité, si je puis dire, enfin, au moins son motto, qui est de faire grandir le numérique au service de l'humain. Donc, on est reconnu pour une attention particulière portée au numérique, puisque quand on y réfléchit, le numérique, ça peut être la plus belle des choses et c'est un vecteur de progrès pour l'humanité, mais si on n'y porte pas garde, donc je pense notamment à l'intelligence artificielle, ça peut être un vrai outil d'aliénation dont on est reconnu pour la manière dont on forme les ingénieurs, et les entreprises qui en sont très friands de nos ingénieurs et de nos bachelors leur reconnaissent quelque chose de plus autour d'une posture, d'une posture éthique, et de prendre soin, donc on se dit aussi au service du bien commun, de prendre soin à la manière dont on exerce le métier ou les métiers d'ingénieur. Très bien. Alors Jean-Marc Petit, vous venez de nous dire qu'il y a 525 pôles d'enseignement supérieur dans votre réseau. Alors j'imagine que les formations sont très diverses. Oui, alors en effet, on trouve dans les établissements de RENASUP, qui sont des lycées, toutes les formations supérieures de lycée. C'est-à-dire, par exemple, les classes préparatoires aux grandes écoles. On a différents établissements qui préparent donc des CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, c'est CPGE, dans les champs scientifiques, dans le champ économique et commercial, ou dans le champ littéraire, pour préparer, par exemple, les ENS. ENS comme École normale supérieure. Voilà. Voilà.
à Udine ou à Lyon. Voilà. Alors nous avons naturellement les classes prépa dont on dispose peuvent avoir des niveaux très différents parce qu'elles visent pas forcément toutes les mêmes écoles. Donc il faut bien voir qu'il y a une vraie grande palette de classes prépa. On a bien sûr Sainte-Geneviève, dit Ginette, qui Versailles. est à Versailles. Stanislas Paris, les Lazaristes à Lyon, etc., qui tapent dans les hauts classements dans le champ ingénieur et même école de management. Et puis d'autres, au contraire, qui vont être des classes prépa de proximité et qui préparent à des écoles peut-être moins prestigieuses, mais qui offrent pour autant des carrières tout à fait intéressantes. Donc, et là, il faut bien regarder finalement à qui s'adressent ces prépas et quel est le profil de votre enfant pour choisir la prépa qui va lui correspondre. Alors, à côté des classes prépa, on va offrir naturellement des BTS, ceux dans tous les domaines, des BTS, brevets techniciens supérieurs, qui sont des formations en 2 ans, dans différents domaines. Alors, pas mal dans le domaine tertiaire et social, mais aussi dans le champ scientifique. Et puis, on va de plus en plus sur le bac+3. Alors, tout d'abord, par un certain nombre de diplômes d'État, comme le DCG, diplôme de comptabilité-gestion. C'est ce qui mène ensuite vers les masters CCA, comptabilité, audit, ou les carrières d'experts comptables. Le DNMA de diplôme des métiers d'art et du design. Ou le DECESF, qui est le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale. Tout ça sont des diplômes de l'État qui sont préparés sous contrat. Donc, comme ce sont dans des lycées, finalement, il y a on verra qu'il y a une forme de continuité de rupture. La continuité, c'est tout simplement le fait que vous restez dans un système sous contrat d'association avec l'État, donc naturellement avec une participation relativement modérée puisque les enseignants sont payés par l'État. Également, nous les proposons dans le cadre de nos centres de formation. Pour ce qui concerne les BTS et les diplômes d'État, nous pouvons bien sûr les préparer en apprentissage. Et puis, parce qu'on veut faire de plus en plus des parcours, proposer des parcours aux jeunes, c'est vrai que de plus en plus, nos établissements vont essayer de se positionner non plus sur le BTS sec, mais au moins sur le champ du bac+3, notamment grâce à des partenariats. Mais c'est encore une autre histoire dont on parlera tout à l'heure. Eh bien, on ne va pas déflorer trop vite tout le déroulé et nous allons passer maintenant la parole à Hans, vous voyez qu'on a changé de tête pour représenter l'UDESCA qui travaille à l'Institut catholique de Paris. Donc, il va nous dire quelques mots certainement avant de généraliser ou faire le contraire, comme vous avez décidé de le faire, chère Aline. Merci beaucoup. Donc oui, je représente l'Institut catholique de Paris. Nous sommes une université catholique qui fête ses 150 ans cette année, en 2025. L'ICP est particulièrement reconnu dans le domaine des sciences humaines et sociales. Au niveau du premier cycle, l'ICP propose un grand nombre de licences qui figurent sur ce Parcoursup et qui sont situées dans les disciplines du droit, des sciences sociales, de l'histoire, de la philosophie, des lettres et des langues, de la théologie et des sciences de l'éducation. La majorité de nos licences sont caractérisées par une forte interdisciplinarité. Par exemple, nous proposons une licence sciences sociales qui est axée sur la science politique, l'économie et la sociologie, une licence de droit avec un parcours sciences politiques, une licence humanité qui est une formation pluridisciplinaire axée sur la philosophie, la théologie, les sciences sociales, une licence histoire, sciences politiques, une licence histoire de l'art qui met l'accent sur les langues. Donc, ce sont juste quelques exemples. Et oui, les licences sont proposées sur les 3 campus de l'ICP. Donc, toutes les licences sont proposées à Paris. Et certains cursus de licence sont également proposés sur les campus de Reims et de Rouen qui ont ouvert ces dernières années. De plus en plus, les instituts catholiques ouvrent des antennes, quoi. Hein. Vous venez de dire que les Paris. Oui, tout à fait, mais pas que les instituts catholiques. Donc c'est une tendance, oui, l'ouverture de campus, on va dire
délocalisés, peut-être, voilà, dans d'autres On a villes. vu ça dans l'Ouest, par exemple, oui, Angers, oui, voilà. plusieurs Oui, propositions. Angers, ça fait longtemps qu'ils ont Oui. plusieurs, C'est le breton qui vous parle. Hein, plusieurs sites. Toulouse récemment aussi. Oui, à Bordeaux. Donc voilà. Et juste un dernier point, à la rentrée prochaine, l'ICP va ouvrir sa licence d'éducation à Tours en partenariat avec l'ISFEC Saint-Martin. Voilà. D'accord. Et on peut dire peut-être une originalité de l'Institut catholique de Lille, peut-être que c'est la seule, je crois, à avoir une faculté de médecine. Oui, ça c'est vrai, c'est la seule Faculté de médecine voilà. Qui est privée en fin de compte. Voilà, c'est la seule en France, oui. La seule en France. Voilà, donc, ouais. Voilà, merci pour ces premières propositions. Jean-Marc, tout à l'heure, pour RENASUP, a parlé d'apprentissage. Est-ce qu'au niveau de la FESIC, c'est une dimension qui est développée? Oui, absolument. C'est une filière d'excellence. Hein. J'ai parlé rapidement de l'ISEP, mais effectivement, on a, nous, 40% d'apprentis. Je pense qu'on est assez représentatif des écoles de la physique. C'est également, ça n'a pas été créé pour ça, mais c'est également un outil intéressant sur le plan économique, effectivement, puisqu'à partir du moment où un élève est en apprentissage, il devient en fait salarié, et donc c'est l'entreprise qui l'accueille, qui paye à la fois sa formation et qui lui donne un salaire. Donc ça peut être un outil intéressant pour des jeunes pour qui ça serait un petit peu compliqué. Donc oui. Aline, gardez le micro et je voudrais vous demander comment on n'a pas pu brasser toutes les formations proposées par les établissements de la FESIC. Allez sur le site de la FESIC et vous verrez un certain nombre d'écoles que vous ne soupçonnez pas d'appartenir un peu à l'enseignement catholique. Vous verrez, c'est très surpris. Regardez, les hauts classements, hein, ESSEC, EDEC, tous ces mots-là qui vous parlent sont dans la FESIC, je préfère le dire. Alors, comme vous n'avez pas pu donner tout le catalogue, est-ce que vous pouvez centrer votre propos sur un bel exemple, une originalité, un cas typique? Écoutez, j'ai envie de vous parler de la capacité de nos écoles à accueillir des élèves de profils variés. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'humanisme chrétien et de l'ouverture à tout à chacun. Ça veut dire aussi être en capacité d'accueillir toutes sortes d'élèves et de les mener vers la réussite. Donc, nos écoles ont dû s'adapter à la réforme du baccalauréat avec ces spécialités et ces combinaisons de spécialités parfois un petit peu improbables. Et notamment, je veux parler de ce que je connais le mieux, parmi nos écoles d'ingénieurs, un certain nombre s'ouvrent et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit encore, mais la plupart des écoles sont des écoles post-bac, même si elles accueillent également des élèves à Bac+2, à Bac+3. On est extrêmement ouvert à une forme de diversité qui fait la richesse de nos promotions d'ailleurs. Mais j'en reviens à cette originalité. Nous sommes ouverts à des profils une science. Et donc, dans un certain nombre d'écoles de la physique, on accueille des élèves qui n'ont qu'une option scientifique au baccalauréat et on leur propose de rejoindre nos classes préparatoires intégrées en vue de les intégrer au bout de 2 ans dans un cycle ingénieur, exactement comme leurs autres camarades qui ont 2 spécialités au bac. Donc voilà un exemple particulier d'adaptation au profil des élèves et d'accompagnement pour leur permettre d'accéder à des filières auxquelles ils auraient pu penser au départ qu'elles leur étaient fermées, et bien pas dans les écoles de la physique. Merci. Alors Jean-Marc, pour RENASUP, alors choisir une originalité dans 525 structures, ça doit être difficile. Oui, avec des originaux chez nous. Mais non, alors je vais simplement peut-être commencer par juste rebondir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure à propos de l'ISFEC. ISFEC, c'est peut-être pas connu de tout le monde, c'est l'Institut de formation des maîtres. Et ce lien, en fait, entre la Catho de Paris et l'ISFEC de Tours, c'est de dire que, eh bien, il va y avoir un vrai parcours conçu post-bac pour arriver jusqu'au métier d'enseignant. Et si vous avez des enfants qui ont envie de devenir enseignants d'enseignement catholique, eh ben, c'est le genre de parcours qui sont très, très intéressants. Et on multiplie d'ailleurs ce genre d'expérience. C'est aussi une originalité. Pub pendant 30 secondes sur devenir prof dans l'enseignement catholique. Voilà. Alors ça compte pas, Jean-Marc. Alors une autre expérience. Absolument, absolument. Voilà.
Non, je voulais juste rebondir sur les monsieur. Oui, merci. Et vous parlez d'une autre expérience. Expérience d'un bachelor qu'on a créé à partir d'un titre du ministère du Travail en matière de compta. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'il est typique de ce qu'on souhaite faire. On souhaite à la fois donner à nos jeunes qui rentrent en BTS une perspective de poursuite d'études, les amenant de façon quasi systématique vers le bac+3. Et en même temps, on souhaite aussi être vigilant à la possibilité d'insertion de ces jeunes et on est attentif aux attentes du tissu économique. Et on a été à un moment donné interpellé par l'ordre des experts comptables qui nous disait, finalement, aujourd'hui, on a un petit souci, c'est qu'on n'arrive pas à trouver suffisamment de collaborateurs de cabinet. Des gens qui sont en bac+3. Pourquoi? Parce que les gens qui aujourd'hui font des études comptables, souvent vont plutôt vouloir aller vers des masters CCA, etc. Et d'autres ont fait des études comptables, mais finalement s'arrêtent un peu trop tôt. Et nous, on aimerait bien des gens bien formés et capables de travailler en cabinet. Alors, plutôt qu'ils ne s'arrêtent en BTS, proposons-leur un bachelor du niveau bac+3 qui pourra les rendre performants pour travailler dans les cabinets, c'est-à-dire notamment acquérir une certaine maturité et être capable aujourd'hui d'échanger avec la clientèle. Parce que, vous le savez bien, aujourd'hui, avec toutes les l'autonomisation et l'IA, les métiers de la comptabilité vont aller de plus en plus vers d'autres champs plus analytiques et relationnels avec le client. Et c'est dans cette logique-là qu'on a mis en place un bachelor qui s'appelle collaborateur en cabinet d'expertise comptable et qui est une année complémentaire après un BTS de chez nous pour rentrer en tant que collaborateur. Il y a combien de lycées, par exemple? Eh bien, nous avons une cinquantaine d'établissements parce que notre force, bien sûr, c'est de drainer l'ensemble du territoire. Il y a 50 établissements de chez nous aujourd'hui qui préparent ce bachelor et en relation, bien sûr, avec les experts comptables locaux, naturellement. Mais ça a été développé à partir d'un accord entre l'Ordre national des experts comptables et nous. Une belle expérience. Alors, du côté de l'UDESCA, Hans, avez-vous une situation, une belle situation à nous raconter? Sans doute, oui, une formation atypique. Oui, depuis la rentrée 2024, l'ICP propose le bachelor sciences politiques, géopolitique, humanité, en partenariat avec les lycées Saint-Jean-de-Passy et Stanislas, qui sont situés à Paris. Ce bachelor est proposé en combinaison avec une licence, la licence Histoire Sciences Politiques ou la licence Sciences Sociales. Donc, les étudiants qui sont admis au bachelor sont inscrits dans un double cursus et ils obtiennent un double diplôme à l'issue de leurs études, le bachelor et la licence. Et alors, autant tout à l'heure, Jean-Marc parlait d'une formation post-BTS, là, nous sommes bien dans une formation post-bac. Oui, c'est une formation post-bac. Voilà, sur 3 ans. Voilà, c'est sur 3 ans. Voilà. Et c'est une formation sur 3 ans et cette formation présente la spécificité justement d'allier méthodologie universitaire et classe prépa, encadrement des classes prépa. Il est proposé aux étudiants qui cherchent une formation pluridisciplinaire et exigeante et ce programme permet aux étudiants de poursuivre dans un grand nombre de masters sélectifs. Ça, c'est une formation qui est ouverte que depuis cette année, je crois. Oui, à la rentrée 2024. Oui, donc ça fait maintenant 5-6 mois environ. Voilà. Et qui rassemble combien de jeunes? Je crois, la première, c'est 80, je crois. Vous pouvez vérifier les vrais chiffres sur Parcoursup. Non, en fait, elle n'est pas encore sur Parcoursup, mais elle sera, en fait, cette année, elle n'est pas encore, le double cursus, il n'est pas encore sur Parcoursup, mais pour la prochaine rentrée, il sera. Donc, il y a une entrée dédiée à ce Parcoursup et il y aura 80 places. 40 places dans le parcours bachelor, licence, histoire, Sciences Po et 40 places dans le parcours bachelor, licence, sciences sociales. Voilà. Et alors, pour ceux qui ne se rappellent plus
la notion de bachelor et tous les différents bachelors qui existent. Je vous renvoie vers une des émissions précédentes qu'avait animé Jean-Marc, dont vous retrouvez le replay sur le site de l'Appel. Il vous expliquera les vrais bachelors des faux bachelors, qui pullent un peu, on en dira un mot tout à l'heure. Alors, du côté de l'UNFL, Lionel, donnez-nous, allez, peut-être un focus sur une formation qui vous enrichit. Alors, je ne vais pas parler de la FACO. Ah, bah c'est bien, j'espère. Je n'ai pas parlé de la FACO et j'avoue que je me suis un petit peu creusé la tête pour essayer de trouver quelque chose qui est original. C'est difficile de savoir ce qui est original quand on ne connaît pas forcément tout le panel très riche des formations proposées par les autres fédérations, les autres établissements. Et je vais vous parler de l'IRCOM. L'IRCOM, qui est une école qui est située à Angers, qui travaille au départ dans la communication, mais également dans les humanités. Donc le campus principal est à Angers. Il y a également un campus, j'en profite pour dire quelques mots sur l'IRCOM à Lyon, prochainement à Bordeaux et également au Cameroun, à Yaoundé. Cet établissement, donc l'IRCOM, a ouvert une formation d'éducateur spécialisé. L'éducateur spécialisé, c'est un professionnel du travail social. Il accompagne dans une démarche éducative et sociale globale des groupes, des familles en difficulté dans le développement de leur capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou simplement d'insertion. Cette formation est une formation post-bac en 3 ans, il est possible d'y accéder via Parcoursup. Cette formation est assez récente, elle se déroule en alternance. Elle a été agréée par la région Pays de la Loire et autorisée par le rectorat. Voilà, et elle est dispensée par l'IRCOM. Elle permet d'obtenir le diplôme d'État d'éducateur spécialisé de grade licence. Très bien. Personne d'entre vous, vous n'avez pas porté l'accent sur l'international, par exemple. Est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait dire un mot sur votre ouverture à l'international dans votre réseau? Oui, moi je veux bien. Si je dézoome 2 minutes pour revenir à votre question, donc la physique, il existe une charte qui est signée par l'ensemble des écoles qui décident d'adhérer à la physique, et cette charte clarifie d'abord les valeurs de la physique, à savoir l'écoute, le respect, la tolérance, le sens de l'effort, l'entraide, le partage et la réalisation de soi. Donc, vous voyez me venir, je pense que ça prend tout son cœur dans l'international. Et ces valeurs, elles se déclinent en 4 axes d'action prioritaires que se donne la physique. Le premier, c'est l'engagement au service de tous, la responsabilité sociétale, l'innovation et l'efficacité pédagogique. Et pour finir, l'excellence pédagogique et l'ambition internationale. Donc voilà, j'y viens. Et effectivement, dans nos écoles, il y a un accueil particulier qui est effectué aux étudiantes et aux étudiants. À l'ISEP, par exemple, c'est 20% de mes élèves, donc ce qui est quand même une proportion importante. Et on est très attaché à la richesse de la diversité. La diversité, c'est beaucoup de composantes, mais évidemment, la diversité culturelle fait partie de l'ensemble des diversités et nous enrichit. Je n'ai pas complètement compris. Les 20%, c'est 20% de jeunes étrangers qui viennent à l'ISEP. Oui, c'est ça. C'est ça. À l'ISEP, il y a 20% des élèves qui viennent de l'étranger et on a environ 25%, 25 nationalités. Et je pense que c'est tout. Enfin, je cite ces chiffres. Évidemment, c'est plus facile de citer ce qu'on connaît bien et on se connaît mieux soi-même parfois que les autres. Mais je pense qu'on est tout à fait caractéristique de ce qui se passe dans nos écoles qui sont très ouvertes à l'international. L'ISEP n'a pas une antenne à l'étranger encore. Non, on fait venir. venir. Dans le programme, non. Pas de développement. On préfère pour l'instant faire venir les élèves à l'intérieur de l'école. En même temps, dans nos cursus, il est prévu à minima 6 jours de formation académique dans une université internationale. Et pour les élèves qui font 5 ans à l'ISEP, la plupart du temps, c'est 1 an. Si on rajoute éventuellement un stage dans une entreprise étrangère, un élève ISEP peut faire donc entre minimum 6 mois et 1 an et demi sur l'ensemble des 5 ans à l'international. Donc voilà notre... Du coup, on ne sent pas pour l'instant le besoin d'aller mettre une antenne à l'international, puisque l'international est déjà dans l'école d'une certaine manière. Alors Jean-Marc, j'ai entendu dire, confirmé ou pas, que nous avons certains lycées qui proposent ou qui préparent des diplômes de l'université étrangère de Coventry. C'est quoi ça? Alors, oui, effectivement.
L'idée, c'est de préparer en France des diplômes d'une université étrangère, à partir bien sûr des programmes de cette université, d'un cahier des charges quant à la qualification des enseignants naturellement, des programmes qui sont également enseignés en anglais. Et ce sont bien sûr des diplômes officiels puisqu'il s'agit de l'université de Coventry. Nous avons 8 établissements en France qui préparent des bachelors et pour certains même des masters de l'université publique de Coventry. Je vous rappelle que même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il n'est pas sorti de l'espace européen d'enseignement supérieur qui est au niveau du Conseil de l'Europe, donc quelque chose de bien plus large, et qu'on est bien dans une logique de reconnaissance mutuelle des diplômes, c'est-à-dire que ce bachelor à 180 ECTS, comme tous les diplômes de type Bac+3 d'État en France, ou ailleurs, dans cet espace de Bologne. Et effectivement, ça permet à des jeunes, finalement, avant de faire le grand saut vers l'étranger, déjà de préparer pendant 3 ans ou une année après un Bac+2, ce type de formation. Elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle est beaucoup moins chère quand elle est préparée en France que lorsqu'elle est préparée au Royaume-Uni lui-même, puisque n'est pas du tout le même tarif. Alors, peut-être du côté des universités catholiques, alors, vous voyez, quelquefois, j'utilise le mot université catholique, des fois, institut catholique, ça définit à peu près la même chose, le mot université étant un peu plus protégé que institut catholique, mais l'histoire veut que les instituts catholiques qui ont pris le nom d'université, on laisse un peu comme ça continuer cette historique. Et il y a des éléments à l'international que vous aimeriez partager? Bah, je pense qu'en général, on peut dire qu'il y a une grande ouverture à l'international. Oui, je pense que ça, c'est vrai pour tous les universités catholiques, parce que tous les établissements catholiques ont noué un grand nombre de partenariats de mobilité, par exemple. Ça, c'est devenu normal, je pense, la mobilité, surtout au niveau licence. Peut-être un peu moins au niveau master, mais surtout au niveau licence. Et en plus, bien sûr, il y a des programmes spécifiques. À l'ICP, par exemple, il y a un double diplôme, un double master en droit des affaires internationales qui est proposé avec une université anglaise et une université australienne. Donc, ce sont des programmes plus spécifiques qui s'ajoutent aux mobilités simples. Voilà. Et troisièmement, bien sûr, il y a quand même beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent, un certain nombre d'étudiants étrangers qui viennent chez nous pour suivre une formation diplômante au Theologicum, à la faculté de théologie. Il y a un grand nombre de doctorants africains notamment, donc ça s'ajoute aussi. Donc je pense qu'en général, on peut dire qu'il y a une grande ouverture au monde et vers le monde. Voilà. Merci. Alors, vous voyez que du côté des formations, on est loin d'avoir fait le tour, mais on veut simplement vous donner envie. Alors, nous sommes aussi très attendus sur le volet éducatif, puisque parents de l'association des parents d'élèves, vous devez avoir un de vos enfants déjà dans notre réseau pour la plupart. Donc, vous avez fait confiance au réseau de l'enseignement catholique pour un certain nombre de valeurs, de vertus. Alors, est-ce qu'on les retrouve chez nos invités qui sont des membres de composants notre enseignement supérieur catholique? Et bien, c'est ce qu'on va demander à partir éventuellement d'une expérience de nous parler des originalités éducatives et comment les jeunes sont considérés. Les jeunes, c'est quand même là, c'est important dans votre réseau. Je crois qu'on va démarrer par Aline, alors. Avec plaisir. Je dirais que dans les écoles qui sont les nôtres, on retrouve la plupart du temps une proportion d'élèves en situation de handicap supérieure à la moyenne. C'est une preuve de plus de ce que j'ai dit tout à l'heure en disant on porte
intérêt à chacun et chacune en essayant de le faire grandir au sens anglo-saxon du terme et de l'accompagner vers l'excellence. Cette capacité à s'adapter à des profils différents se retrouve aussi dans une certaine capacité également à accueillir des sportifs de haut niveau. Cette capacité voilà, d'adaptation et de faire un petit peu à la carte, on la retrouve sur différentes composantes. Et puis, peut-être également quelque chose d'important à souligner, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, ça peut nous donner une certaine flexibilité voilà, dans la manière dont on aborde la question des finances. Et on retrouve environ 20% d'étudiants boursiers d'État dans nos écoles, jusqu'à 32%. Et l'ensemble de nos écoles abondent les bourses Crous, les bourses d'État, et accompagnent environ 22% de leurs étudiants voilà, financièrement pour leur permettre, pour essayer de faire en sorte, on va dire, qu'il n'y ait pas de sélection par l'argent. Et puis, j'avais envie d'attirer l'attention sur un particularisme. Donc, en 2020, la FESIC est devenue partenaire de l'Association des territoires aux grandes écoles. Donc, peut-être que certains parmi vous voilà, sont dans ce qu'on appelle les territoires. On remarque que c'est plus difficile quand on est dans un territoire où il y a très peu d'offres d'enseignement supérieur de faire des études, évidemment. Donc, ce partenariat donc, cette association donne des bourses à des élèves dont, on va dire, éloignés d'établissements d'enseignement supérieur pour leur permettre voilà, d'y faire des études. Et les écoles de la FESIC abondent cette bourse de manière à ce que, là encore, on puisse accueillir l'ensemble des élèves dans toute leur diversité. Donc, j'ai parlé de diversité sociale, j'ai parlé de diversité internationale, j'ai parlé de diversité dans ces difficultés avec les situations de handicap, voire dans ces facilités pour les sportifs de haut niveau. J'en oublie certaines, mais c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et qui fait encore une fois la richesse des promotions, puisque quand on est différent, on est plus riche et généralement on est plus performant. Merci, Aline. Ah, c'est à Hans peut-être de répondre à cette question, mais avant, j'ai regardé un peu les chiffres de résultats d'accès à la licence, de réussite de la licence, et je me suis aperçu que globalement, les instituts catholiques ont un rendement 2 fois supérieur aux universités publiques. Alors, ce n'est pas pour critiquer les universités publiques, mais c'est quand même pour dire que quelquefois, il y a des coûts, mais si on peut faire une licence en 3 ans, c'est quand même plus facile qu'en 4 ans. J'ai vu que les chiffres étaient quasiment les doubles. D'accord, d'accord, je vous crois volontiers. Voilà. Alors, vous, je sais que vous aussi, vous avez des attentions particulières aux jeunes. Je pense que oui, ça, sans doute. L'ICP, la politique d'accompagnement de l'ICP s'inscrit vraiment dans une conception globale qui articule 3 niveaux. Premièrement, un accompagnement académique renforcé. Deuxièmement, un accompagnement qui favorise l'inclusion. Et troisièmement, un accompagnement qui promeut l'insertion professionnelle. Donc, premièrement, l'ICP propose un accompagnement académique grâce à la mise en place de la direction des études et du tutorat. Donc, chaque étudiant a des entretiens réguliers avec son directeur d'études, et ces échanges permettent de détecter les difficultés, d'apporter à l'étudiant des conseils méthodologiques, mais aussi de l'interroger sur sa façon de travailler et ses lectures. Et donc, la direction des études et le tutorat favorisent ainsi la progression et la réussite académique. L'ICP a également développé un dispositif d'accompagnement qui favorise l'inclusion, et inclusion, ça veut dire 3 choses pour nous. Un dispositif d'accompagnement qui s'adresse aux étudiants en situation de handicap. La prise en compte de l'handicap est une obligation nationale, bien sûr, oui. Mais je pense qu'on peut dire que l'ICP s'est saisi de cette obligation d'une façon particulière, parce que nous avons créé un certain nombre de postes dédiés à l'accompagnement de l'handicap, des référents handicap au sein de chaque faculté, un infirmier, un assistant de service social à l'échelle de l'établissement. Et nous veillons à contenir les effectifs dans nos formations. Et pour ces raisons, l'ICP est en mesure d'éviter l'anonymat. Ça, c'est très important. Et de prendre en compte la situation individuelle de chaque étudiant en situation de handicap. Inclusion, ça veut également dire inclusion sociale, bien sûr. Donc, depuis de nombreuses années, nous proposons des bourses de solidarité
qui s'ajoutent aux bourses Crous. Et après la pandémie Covid, l'ICP a créé le fonds de solidarité pour aider les étudiants qui connaissent des difficultés financières ponctuelles. Voilà. Et enfin, inclusion, ça veut aussi dire inclusion académique. L'ICP promeut l'inclusion académique à travers un nouveau programme qui est intitulé Les chemins de l'excellence. Ce programme a été créé en 2023 et est financé par la Caisse des dépôts. Il s'adresse aux élèves des lycées qui sont issus de familles modestes et ce programme a comme objectif de faire découvrir aux élèves l'université et les études universitaires. Voilà. Merci. On voit l'accent porté sur la mixité sociale. Vous savez que que l'enseignement catholique a été très attaqué avec les rapports Vanier, notamment sur la non-mixité sociale. Bien, on voit déjà autour de cette table, et d'ailleurs, mais Lionel va peut-être nous en parler, j'ai vu que sur certains sites d'école, il y a même un simulateur où vous allez pouvoir indiquer évidemment vos revenus et vos nombres de parts et de savoir combien vous serez facturé. C'est vraiment une aide pour aller jusque-là en toute transparence sur le site de ces écoles. Je l'ai repéré dans plusieurs écoles de différents réseaux. C'est là que l'on peut dire les efforts qui sont portés par nos structures pour aller vers plus de mixité sociale. Alors, Lionel, on est autour donc des originalités éducatives. Alors j'ai triché sur votre site, c'est peut-être pas de ça que vous voulez me parler, moi c'est ça ma question. J'ai vu que vous développez Happy at School. Qu'est-ce que c'est que Happy at School? Vous voyez que mon anglais est affreux, mais c'est un breton. Alors, vous avez votre question, je vais avoir ma réponse, mais je vais quand même répondre à votre question. Oui. Happy at School, en fait, c'est un label. C'est un label qui est donné, décerné à des établissements sur la base du volontariat. Donc, la FACO a été volontaire. L'objectif, finalement, c'est de se soumettre au regard critique de nos étudiants. Ils n'ont pas un pistolet sur la tempe pour répondre, mais donc, il aurait proposé de répondre à un questionnaire que nous ne faisons pas, que fournit ce label, enfin, que fournit Happy Out School. Et en fonction des résultats, nous recevons ou pas ce label. Et il se trouve que la FACO, pour la deuxième fois, a été bien classée parmi les écoles spécialisées. Ça veut dire que vos jeunes sont heureux? Ce qui signifie que les jeunes sont heureux. Alors, je vais essayer d'arriver à l'originalité éducative, qui n'est pas très originale finalement, parce que Aline et Hans ont parlé de choses que, voilà, je pense qu'on a beaucoup de points communs entre nous. Cet accompagnement bienveillant, l'importance des valeurs chrétiennes catholiques, vous avez parlé de non-anonymisation de nos étudiants. Là, je vais parler de la FACO encore. La FACO, la première année en droit, c'est 80 étudiants. 80 étudiants. Moi, directeur de la FACO, je connais tous mes étudiants. Au début, ils étaient un petit peu désarçonnés en se disant « Monsieur, vous nous connaissez par notre prénom, notre nom, c'est grave, on a fait une bêtise. » Non, en fait, chacun compte, chacun est important. Et c'est bien ce que l'on veut témoigner, l'équipe des cadres, des enseignants, à nos étudiants. L'importance qu'on leur accorde, le besoin de les voir grandir, de les aider à grandir, intellectuellement évidemment, et humainement. Nos étudiants ont la capacité, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup d'écoles, mais je tiens à insister sur ce point vis-à-vis des parents. À la FACO, les étudiants peuvent interagir avec leurs enseignants pendant les cours magistraux en amphithéâtre. 80 étudiants en première année, finalement, c'est 2 classes de terminale. Eh bien, ils peuvent poser des questions, ce qui rend encore plus riche le cours, ce qui leur permet de vraiment progresser. Je vais revenir sur la mixité. Vous avez parlé de la mixité sociale. On a à peu près 30% de nos étudiants à la FACO, là encore, qui sont boursiers. Je vous ai dit que la FACO, c'était hors Parcoursup. Théoriquement, on a nos diplômes d'établissement, mais on a la possibilité, accordée par l'État, de recevoir des étudiants boursiers. Donc, plus de 30% de nos étudiants sont boursiers. On a entre 20 et 25% d'étudiants étrangers. Principalement d'Afrique, Afrique noire, Maghreb, mais on a des étudiants de Corée du Sud, d'Italie, de Turquie, voilà, vraiment d'espaces très variés. Comment un jeune issu de Corée, habitant en Corée, trouve la FACO?
Il va nous trouver sur Internet, il va nous trouver par le bouche à oreille. La FACO n'étant pas sur Parcoursup, c'est beaucoup le bouche à oreille et les réseaux sociaux qui est un vrai sujet pour nous, établissement qui proposons des formations post-bac en dehors de la plateforme Parcoursup. Donc les réseaux sociaux sont aussi très importants, beaucoup de bouche à oreille. Et puis je citais une sud-coréenne, elle était en France depuis quelques temps, et donc voilà, quand on est en France, c'est plus facile de découvrir la FACO. Non, mais rassurez-nous. Et si j'ai encore une minute, Oui, je vais encore citer l'IRCOM. Le président de l'UNFL et le directeur général de l'IRCOM, donc je me dois de citer l'originalité mise en place par cette école. Ils ont mis en place un parcours qui s'appelle Genoios. Genoios, c'est une démarche de discernement qui est proposée à tous les étudiants d'une licence, la licence Humanité et Sciences politiques. Et ce parcours, au travers de rencontres thématiques, autour de prendre sa vie en main, recevoir pour croître, être soi-même et se donner aux autres, vise à accompagner les étudiants dans une meilleure connaissance d'eux-mêmes, et du monde. Voilà, c'est une petite particularité éducative que je souhaitais mentionner. Le micro va transiter tranquillement vers Aline, qui va le garder quelques secondes, parce que vous m'avez dit au cours de la présentation, juste avant le début de cette émission, que vous avez été longtemps, une dizaine d'années, je crois, président de l'association, alors femmes ingénieurs, je crois, mais vous allez nous en dire plus. Alors, est-ce que les métiers d'ingénieur, les métiers d'industrie, et puis la mixité, mais cette fois-ci de genre, est-ce qu'il y a de la place pour les jeunes filles? Non seulement il y a de la place, mais moi, je me désespère pratiquement depuis que je suis diplômée de voir d'un côté des entreprises qui voudraient recruter plus de femmes, pas forcément parce qu'en soi, les femmes sont meilleures, mais je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette soirée, la diversité crée la richesse, crée la performance, crée la créativité. Donc, en fait, si on mélange des femmes et des hommes ingénieurs, on aura plus d'idées et on résoudra plus facilement les problèmes que si on met que des femmes ou que des hommes d'un côté. Donc, les entreprises cherchent désespérément à mixer leurs équipes. Entre parenthèses, d'ailleurs, elles cherchent désespérément plus d'ingénieurs tout court, hein, puisqu'on en manque environ 10 000 dans notre pays. Donc, de toute façon, même si on réussissait à convaincre davantage de garçons d'y aller, on n'en aurait pas assez. Donc, on a vraiment besoin des filles. Donc, on a d'un côté ces entreprises qui sont demandeuses et d'autre côté, des filles qui croient encore que ces études ne sont pas faites pour elles, qu'elles seraient moins bonnes en maths, qui est absolument pas vrai et démontré d'ailleurs scientifiquement, notamment par les travaux de Catherine Vidal. Donc voilà, j'essaie de réconcilier ces deux bouts d'une équation impossible, des filles qui croient aux stéréotypes et qui potentiellement n'y vont pas, puisqu'au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pire qu'avant, hein. On a à peine 30% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'à l'ISEP, on en a 26%, ce qui veut dire qu'il n'y a sans doute pas de hasard aux choses, ce qui veut dire que si on en fait une top priorité, eh bien, on réussit à avoir le plus fort pourcentage d'élèves filles pour une école du numérique et qui ne fait que du numérique, quand certaines autres écoles se désespèrent d'avoir 10%. Donc, j'essaie de faire en sorte que cette réalité des chiffres un peu désespérante se modifie et qu'on ait plus de filles qui embrassent voilà, ces études et ces métiers dans lesquels elles excellent, dans lesquels elles réussissent, dans lesquels elles sont très heureuses. Il y a 95% des filles en école d'ingénieur. Là aussi, c'est une étude, celle-là, je crois qu'elle est de Genderscan, qui disent qu'elles sont très, ou elle est de femme ingénieure peut-être, peu importe, qui disent qu'elles sont très heureuses dans leur école et qu'elles la conseilleraient aux filles. De même qu'on a 85% des garçons, ça c'est une étude de femmes ingénieures, j'en suis sûre, en école d'ingénieur, qui disent bah, nous, on aimerait plus de filles parce que finalement, être dans un milieu où on est qu'entre garçons, c'est quand même un peu triste, surtout à l'âge ou à l'âge qu'ont nos étudiants et nos étudiantes. Donc, on retiendra que la vie est triste lorsque il n'y a pas de jeunes filles. Quand elle n'est pas Voilà. mixte, la vie est mixte, on n'est pas mixte. Je pense que les filles en études non mixtes diraient exactement la même chose. Compris. On a compris aussi que dans le métier de chef d'établissement, l'incarnation est importante, puisque lorsqu'on a une directrice femme, on augmente le pourcentage des filles. Voilà. Et alors, du côté de RENASUP, Jean-Marc a certainement trouvé des originalités en termes d'accompagnement. Alors, la question de l'originalité éducative, je vais d'abord la situer à nouveau dans cette logique de continuité et de rupture. Vos enfants aujourd'hui sont dans des lycées ou des écoles, des collèges, des lycées de l'enseignement catholique où se déploie un projet éducatif.
avec un principe premier qui est l'ouverture à tous. Et ce qu'on trouve dans ce primaire secondaire d'ouverture à tous, on doit pouvoir le retrouver également dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on a privilégié naturellement les formations sous contrat d'association à l'étape ou en apprentissage, parce que la participation des familles va être modeste et qu'on va également la moduler. Elle sera même gratuite en apprentissage, c'est un principe, mais dans les formations sous contrat association à l'État, eh bien, il y a un besoin de contribution des familles pour l'investissement, notamment. Mais de toute façon, cette contribution des familles va être modulée, et de plus en plus d'ailleurs, en fonction du quotient familial qui va être proposé, et qui peut même arriver quasiment à zéro. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la question financière constitue un barrage pour l'entrée dans ces études supérieures. Donc, il y a cette logique-là, cette politique-là qu'on développe au niveau de l'enseignement. Et puis, l'idée également d'un projet éducatif où, d'abord et avant tout, les jeunes que nous accueillons ne sont pas des usagers d'un service, mais des personnes que l'on va accueillir et que l'on va accompagner, les aider à faire grandir et les accompagner dans leur croissance. Et que ce qui est vrai pour le primaire et le secondaire, eh bien, ça doit rester vrai pour le supérieur. C'est pas parce qu'on est entré dans le supérieur que ça y est, tout est terminé. D'ailleurs, je dis souvent que l'enseignement catholique a vocation aussi à rentrer un peu plus dans la formation continue, parce que on va pas arrêter d'accompagner les personnes une fois qu'elles ont, sous prétexte qu'elles auraient 25 ans. Eh bien, on a bien cette idée d'accompagnement, accompagnement de la personne dans ses valeurs, dans sa vie également, dans ses contraintes quotidiennes, et l'aider à grandir. Et ça, on veut le faire tout au long du parcours. Alors, quand je dis continuité rupture, c'est parce que, oui, c'est toujours le même projet éducatif, le même projet d'accompagnement du jeune dans sa croissance qu'on va développer, mais autrement. Parce qu'on ne va pas, le jeune, quand il est dans le supérieur, il ne souhaite pas être traité de la même façon que lorsqu'il était dans le secondaire. Il n'a qu'une idée, c'est d'être accueilli tout d'abord comme un jeune adulte. Et donc, tout ce qu'on doit développer aujourd'hui en termes de vie étudiante, et nous invitons nos lycées à construire de la vie étudiante, c'est de décliner un projet éducatif de l'enseignement catholique, mais adapté dans ses méthodes, dans ses activités, à de jeunes adultes. Et je pense par exemple à un de nos établissements qui va chaque année organiser la traversée du Mont-Saint-Michel pour une activité qui va être à la fois, je veux dire, un peu sportive, mais aussi spirituelle. Allier à la fois cette spiritualité et l'activité concrète. C'est vraiment ce qu'on veut faire, accueillir des jeunes adultes, mais leur proposer un accompagnement sur tous les niveaux. Merci. Donc là, on voit bien qu'on est dans le cœur du sujet, dans le cœur des projets de chacun des réseaux, c'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas au papier glacé ou aux distributions des grands ballons lors d'un salon, voire des distributions d'autres objets. On est plutôt dans le cœur qui fonde nos établissements. Alors, avec les 4 acteurs ici ce soir représentés, en faisant les comptes, on a environ 250 000 étudiants. Et dans cette dernière partie, avant de vous laisser la parole, bien, je voudrais voir essayer d'approcher les complémentarités entre les réseaux, puisque les réseaux se parlent, même si là, ils parlent l'un après l'autre parce qu'ils sont très disciplinés. Mais autrement, ces réseaux se parlent. Et je voudrais qu'il nous explique comment ils se parlent et qu'on termine aussi, ou avant ou après aussi, sur les fortes différences, non pas entre eux, mais les fortes différences du réseau de l'enseignement supérieur catholique avec ses officines commerciales qui ont tendance à, je veux dire, pullule. Oh là, c'est un gros mot. Alors, Jean-Marc, eh bien, puisque vous avez le micro, gardez-le. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de complémentarité avec un autre des acteurs ici ce soir? Oui, choisir. voilà, vous l'aurez compris, hein, UDESCA
UNFL se situe plutôt sur les formations, on va dire, universitaires. La FESIC va se situer plutôt sur les formations des grandes écoles, avec les diplômes de grandes écoles, à grade de master en général. Et nous situons sur de la formation post-bac, sur CPGE et BTS, par exemple. Et en réalité, nous adressons finalement à des publics, souvent avec des projets peut-être différents, ou des projets parfois identiques, mais des profils différents, et qui ont besoin de chemins différents parfois pour atteindre d'ailleurs les mêmes endroits. Et c'est bien pour cette raison que, si je parlais de complémentarité, je voudrais évoquer tout d'abord ce qu'on a appelé les classes prépa associées aux grandes écoles, c'est-à-dire que nous avons construit avec des grandes écoles ce qu'on appelle des parcours sécurisés ouverts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces parcours sécurisés ouverts? Ben, ça veut dire qu'on s'est mis d'accord avec une ou plusieurs grandes écoles pour que, par exemple, dans une prépa ou dans certains BTS, eh bien, il y ait un apport complémentaire de la grande école pour que les jeunes puissent entrer dans cette grande école, une fois qu'ils sont entrés dans la prépa, dans cette grande école, par la voie du contrôle continu et non pas la voie du concours. Et c'est dans ce sens que c'est sécurisé. Ça permet finalement à des jeunes qui pourraient être anxieux d'un concours de savoir que leur parcours est sécurisé et puis progressivement aussi comprendre, par exemple quand c'est une école d'ingénieur, ben, finalement pouvoir rencontrer ce que c'est que le métier d'ingénieur pendant la prépa, parce que malheureusement il y a beaucoup de jeunes qui font des études en prépa et qui n'ont strictement aucune idée de ce que va être la réalité du métier qu'ils vont viser ensuite quand ils vont rentrer en école. Et c'est quand même mieux de les familiariser en amont. Et donc ça, c'est un travail qu'on développe avec un certain nombre de grandes écoles, dont l'ISEP, qui a des classes préparatoires associées avec le lycée Stanislas de Paris, mais c'est vrai également à Lille, à Lyon, à Toulouse, Jean 23 à Metz, etc., etc. Donc il y a vraiment, et avec différentes écoles de la physique. Donc on est vraiment là dans cette logique de complémentarité. Alors, sécurisé, mais ouvert, ça veut dire qu'on ne veut pas de prisonniers. C'est pas parce que le jeune est dans un parcours associé qu'il ne peut pas décider finalement de passer un concours vers d'autres écoles des différentes banques de concours. Mais il a au moins la sécurité et puis la possibilité de comprendre ce que c'est que le parcours d'ingénieur. Je trouve que ça, c'est une complémentarité réellement intéressante. C'est plus la prépa pure qui est en dehors totalement de ce qui est visé, parfois avec une déception. On a vu ça dans les écoles d'ingénieurs, de vétérinaires, où il y a énormément de gens qui, après une prépa veto, finalement abandonnent, parce qu'ils se rendent compte de ce qu'est le métier de veto après 2 années de prépa. Donc là, au moins, il y a une compréhension de ce qui se passe, et puis il y a une vraie synergie entre le lycée, qui amène des enseignants, et puis la grande école, qui amène aussi un premier contact avec la recherche, avec les équipements d'ingénieurs, par exemple. On a ça éventuellement aussi avec certaines écoles de management. Et puis, je voudrais aussi montrer d'autres complémentarités avec des peut-être licences. un deuxième temps. On fera un deuxième tour. Hein, voilà. Du coup, puisqu'on a vu ces prépas associés, alors moi, je pense qu'il faut donner le micro évidemment à Aline pour qu'elle rebondisse ou donne un autre exemple de complémentarité dans le réseau. Oui, je vous donnerai un exemple précis, mais j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses qui viennent d'être dites par Jean-Marc et qui, à mon avis, se retrouvent dans l'ensemble de nos écoles et de nos établissements et fédérations, qui est la place de l'expérience étudiante. Je pense qu'on a tous la conviction que l'expérience étudiante, elle ne se limite pas aux salles de classe et que l'engagement de nos élèves dans les associations étudiantes, c'est aussi une véritable opportunité de développer des compétences clés qui vont compléter ce qu'on leur apprend, bien sûr. On pourrait dire aussi, ça a été évoqué, on les développer. Enfin, moi, je dis parfois à mes élèves ne pas être une encyclopédie sur pied, parce que non, c'est pas très utile. Développer aussi des savoir-faire et aussi réfléchir à la manière dont on fait ce qu'on a à faire et comment on se place au service du bien commun. Et ça se retrouve aussi dans ce que nos élèves font dans les associations étudiantes. Et je pense
pense que c'est relativement commun à l'ensemble de nos établissements. Moi, j'y tiens beaucoup et c'est complètement intégré, à mon sens, dans nos modèles pédagogiques. On développe des compétences transversales, négocier, gérer des projets, piloter, coordonner, manager aussi, hein, et avec un management sans les galons de chef, ce qui est encore plus difficile. Apprendre à réseauter, ça sera important pour s'insérer dans la vie professionnelle, faire du développement personnel, apprendre à s'engager, et ça fait complètement sens par rapport aux valeurs de l'ensemble de nos écoles. Faire l'expérience, je dis parfois, qu'en donnant de son temps, en donnant de ses compétences de manière altruiste, on reçoit beaucoup. Et moi, je suis fière de donner à voir cette expérience à mes élèves. Et moi, je l'ai vécu beaucoup, évidemment, au sein de Femmes Ingénieures. Bien sûr, j'ai donné beaucoup de bon temps, mais j'ai tellement reçu que ça en valait la peine. Et puis, du coup, si je dois garder, et je faisais voilà, ce focus sur l'expérience étudiante pour ne pas parler que de l'ISEP, ce qui aurait été je dirais pas correct vis-à-vis des autres écoles de la physique, mais j'ai envie, si je donne un exemple concret, j'ai envie de donner l'exemple d'une formation qu'on a développée avec l'ICP, qui est un bachelor qui s'appelle Numérique pour la santé, voilà, qui est en fait le rassemblement du savoir-faire humaniste de l'ICP et de la composante d'enseignement autour de la santé qui a été développée il y a quelques années, le savoir-faire de l'ISEP autour du numérique. Il y a des besoins particuliers, à notre connaissance d'ailleurs. On est le seul bachelor, la seule formation qui forme des personnels au niveau grade de bachelor formés au numérique, mais spécifiquement pour le domaine de la santé, qui a de cruels besoins entre l'ingénieur biomédical qui connaît la machine mais qui ne connaît pas le numérique, et puis les équipes des systèmes d'information qui connaissent le numérique mais qui ne comprennent rien aux machines et qui ne comprennent rien aux applications techniques. Bon, moi, il se trouve que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années chez un fabricant d'équipements biomédicaux et pendant 15 ans, je l'ai entendu mais ces ingénieurs numériques, ils ne comprennent rien et ces ingénieurs biomédicaux, ils ne comprennent rien à nos problématiques. Donc, avec l'ICP, on a essayé de répondre à ce besoin en formant des professionnels qui vont répondre à quelque chose qui manque à notre pays. Donc, voilà une réalisation hyper pratico-pratique. Ah, ça, très bien. Alors, on revient à Jean-Marc parce que je l'ai coupé quand même dans son élan, mais comme je pense que je ferai la passerelle après avec vous, Jean-Marc, vous vouliez parler des licences. Alors, effectivement, alors, licence et bachelor, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on veut pouvoir proposer à nos jeunes étudiants, notamment qu'on accueille en BTS, non pas un BTS point, mais un parcours possible vers le bac+3 et même au-delà. Ça veut dire qu'il y a un horizon aussi pour les jeunes qui sortent de bac pro? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce principe un peu d'abord, je dirais l'appétit vient en mangeant, mais je dirais aussi la confiance en soi vient souvent avec la réussite. Et c'est vrai que si on sait construire un parcours de réussite par étapes, on voit bien que le jeune prend confiance en lui, et puis progressivement, il commence à avoir un certain appétit de progression, et il est prêt à s'investir bien au-delà. Souvent, les jeunes qui sont en bac pro, c'est pas qu'ils soient plus bêtes que les autres, hein. C'est pas ça du tout. C'est que souvent, ils n'ont pas trop accroché à la façon dont on enseignait dans le collège, et puis dans le modèle plus général, mais cette façon d'accrocher, parce qu'ils avaient besoin de trouver un support plus concret, et donc ils sont souvent rentrés dans le bac pro parce que ça, on proposait un enseignement plus concret, un enseignement basé sur la pédagogie de projet. Et puis, progressivement, se sont aperçus qu'ils pouvaient réussir, et souvent ça ouvre des appétits, et pour peu qu'on les accompagne un peu, eh bien, ils finissent par finalement s'ouvrir à plus d'apprentissage, voire des apprentissages plus théoriques, alors qu'a priori, ils y étaient un peu réfractaires au départ, en général, ne nous l'aurons pas. Et finalement, on va voir ces jeunes de bac pro souhaiter un complément dans une licence professionnelle ou dans une licence. C'est vrai aussi, bien sûr, pour les jeunes qu'on accueille dans nos BTS, issus de bac généraux ou de bac techno, et qui ont vraiment la L3 comme un minima dans le viseur. Et c'est bien pour ça qu'on va travailler à ce moment-là avec, par exemple, les instituts catholiques pour pouvoir préparer en commun un certain nombre de licences qui vont être préparées dans nos établissements. Au-delà des antennes que développent les instituts catholiques dans les régions, on va encore plus
près dans le maillage du territoire. C'est-à-dire que le principe de nos établissements, c'est d'être vraiment dans tous les territoires et non pas seulement dans des grandes villes qui accueillent un minimum de volumétrie, mais dans des endroits beaucoup plus On va profonds dire du territoire. reculé. Profond du territoire. Profond du Voilà. territoire. Et puis, on fait ça également avec, alors c'est vrai pour naturellement des licences qu'on va préparer, des licences que préparent déjà les instituts catholiques et qui sont déployés dans nos établissements, mais aussi des bachelors qui peuvent être préparés dans un certain nombre d'établissements de la physique et qui vont, sous certaines conditions toujours, hein, être préparés également dans certains de nos lycées. Je sais que, par exemple, c'est vrai pour l'ESDES à Lyon, par exemple, qui déploie des bachelors dans certains de nos établissements. Et de la même façon, d'ailleurs, si on prend à l'UNFL, il y a des licences et des bachelors de l'ICES à La Roche-sur-Yon qui vont être déployés dans certains de nos établissements, et même une prépa D1 en lien avec une licence de droit qui était déployée à l'ICES. Donc, vous voyez, c'est cette idée que nous ne pouvons pas seuls construire ces parcours vers le niveau L et le niveau M, et pourtant nos élèves, les élèves que nous accueillons, qui aiment bien finalement avancer par étapes, et grâce à ces partenariats développés avec des instituts catholiques et des grandes écoles de la physique, eh bien, vont finalement pouvoir aller par petits pas vers les niveaux finalement les plus élevés de la formation. Eh ben, on va demander à Hans peut-être de compléter les propos de Jean-Marc. Déjà, tout à l'heure, Hans, vous nous avez donné un exemple de partenariat Oui. en créant une nouvelle formation. Vous avez peut-être d'autres focus à nous Oui, faire je voulais partager? évoquer le bachelor. Ah, voilà. Ça, c'est le problème de parler du Oui, troisième. voilà. Donc, mais voilà, vous avez tout. Non, mais vous avez tout dit. Donc, je pense que c'est un bel exemple. C'est un bel exemple parce que cette formation, elle allie connaissances numériques, biomédicales et sciences humaines et sociales. Et ça, c'est grâce à ce partenariat entre l'ISEP et l'ICP. Voilà, voilà, je trouve que c'est un très beau bachelor, un très bel exemple de complémentarité. Et aussi le bachelor, bien sûr, sciences politiques, géopolitique, humanité, avec deux lycées catholiques très prestigieux, Saint-Jean-de-Passy et Stanislas, qui nous permet vraiment d'allier le monde de la classe prépa et le monde de l'université et construire des cursus sur 3 ans. Voilà, pour revenir à vos propos. Voilà. Donc là, 2 exemples de complémentarité. Alors, Lionel, j'espère qu'on n'a pas défloré avec l'ICES le partenariat dont vous vouliez nous parler. Je pense que le troisième, c'est pas facile, mais alors quatrième, c'est pire. Quatrième, c'est encore pire. Non, je vais pas en parler. Je vais juste évoquer très modestement l'UNFL. On est petit. J'ai déjà dit, on n'est que 7. Un partenariat entre l'IPC, Institut de philo et de psycho, qui est situé à Paris, et la prépa médecine de Stanislas, qu'on a cité à quelques reprises, sur une formation médecine et philosophie. Voilà, c'est quelque chose d'assez original. En post-bac, en niveau licence bachelor, c'est à peu près la seule chose supplémentaire que je pourrais mentionner. Ensuite, on est sur des formations de 2e cycle, donc de master probablement moins intéressantes. L'essentiel de nos complémentarités aujourd'hui dans l'UNFL, force est de constater qu'on les trouve entre nous. Et je pense qu'on gagnera à s'ouvrir probablement plus vers les autres fédérations pour développer. On a commencé, je pense que cet événement est déjà une belle opportunité. Mais déjà, entre nous, on essaie de s'aider pour développer des formations intéressantes et pertinentes pour nos jeunes. Merci, là, nous venons de voir les complémentarités. Moi, j'aimerais entendre nos invités dire comment un réseau de l'enseignement supérieur catholique est différent des autres réseaux, des autres propositions. Vous sentez bien que, puisque si vous nous suivez ce soir, vous avez dû suivre un certain nombre de salons. Et vous avez vu comment ces salons, qu'ils soient d'étudiants ou autres, Studirama, etc., sont envahis de belles propositions
au moins ripolliné, alors, je ne sais pas si ça se dit encore, avec des belles plaquettes, avec des jeunes agressifs, avec une communication agressive qui ne cherche qu'à avoir votre contact pour insister. On ne va pas évoquer l'université publique qui est un réseau aussi extrêmement ouvert. Je voudrais plutôt entendre nos invités sur la différence d'un réseau comme le nôtre, d'un réseau voilà, où l'argent, la rétribution des actionnaires est prioritaire, même si elle est cachée. Alors, est-ce que vous avez envie de prendre des risques et de nous dire quelques mots sur la différence entre un réseau comme le nôtre et ces réseaux? Allez, il faut prendre des risques, hein. Allez, oui, je vais prendre quelques risques, mais juste avant ça, je me mets à la place des parents qui nous écoutent et j'ai été dans leur position, hein, dans l'angoisse de déterminer quelle serait la bonne filière voilà, pour mes enfants. Vous avez entendu quand même qu'il y a d'énormes complémentarités et que maintenant, par rapport à peut-être quand vous avez été étudiant, en tout cas quand moi je l'ai été, il y a énormément de passerelles, beaucoup plus qu'avant, et on a le droit de ne pas faire sa formation en ligne droite tout tracée et on a le droit éventuellement de se tromper. Et je pense que dans tous nos établissements, d'ailleurs, ça fait lien avec ce que vous venez de dire, c'est ça qui m'y a fait penser, on récupère des élèves qui sont un petit peu en déshérence. Donc, bon, c'est pas facile d'avoir la position de critiquer les autres, mais moi, j'ai un élément qui me vient en tête, c'est qu'on reçoit quand même très, très régulièrement des élèves en déshérence. On a dans toutes les écoles de la physique des admissions, on appelle ça parfois prépa rebond, d'élèves qui ont fait une année quelque part, le quelque part étant pas toujours dans des écoles à but non lucratif, n'est-ce pas, et qui reviennent en disant bah non, on m'a vendu du rêve, on m'a vendu des choses qui n'existent pas, je me retrouve à faire un pourcentage énorme de cours en ligne chez moi, c'est pas du tout ce que j'avais compris et je suis pas accompagnée. Et donc, ben, est-ce que je peux revenir dans une de vos écoles? Et la plupart du temps, la réponse est oui. Donc voilà peut-être un éclairage par rapport à ce que vous avez dit. Il faut aussi que les familles sachent que l'enseignement supérieur, malheureusement, l'enseignement tout court d'ailleurs, c'est à la fois le secteur le moins régulé, puisque tous autour de la table, moi y compris, je peux décider demain d'installer une école dans mon garage, j'en ai tout à fait le droit, c'est tout à fait légal, et je délivrerai donc le diplôme Aline Aubertin qui n'aura que la valeur que moi j'aurais décidé d'y donner. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir. Et je dis souvent aux familles, faites attention, la valeur de votre diplôme, donc non reconnu aujourd'hui, vous pensez peut-être qu'il a de la valeur, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et une carrière, c'est long. Donc, en fait, alors, voilà, alors que la plupart de nos établissements sont reconnus par l'État avec des diplômes. On ne va pas citer tous les signes, mais on en a cité quelques-uns. Regardez cet élément-là, en fait. Quelles sont les reconnaissances de l'école que vous avez en face de vous et quelle valeur elle a vraiment? Oui, Jean-Marc, eh ben, lui, il Je prend pense, des risques. oh, des risques, non. Mais je pense que d'abord, il faut quand même. Nos quatre réseaux sont quand même reliés à l'Église catholique d'une façon ou d'une autre. Et si nous sommes là où nous sommes, c'est pour une raison bien particulière. C'est une raison. Quelle est notre finalité finalement? C'est faire réussir des jeunes. Il suffirait de remonter à notre histoire. Pourquoi chacune de ces écoles a été créée par qui? Ça nous dira en même temps le pourquoi de cette école. Et ce pourquoi de cette école est fondamental dans ce qu'elle va faire. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qui nous réunit. Nous sommes tous des écoles à but non lucratif, c'est-à-dire que nous n'avons pas été créés pour que des gens finalement se rémunèrent. Nous avons été créés parce que les fondateurs avaient une certaine conception du service qu'il fallait rendre à la jeunesse. Et c'est ça qui va nous marquer, c'est notre ADN. Et c'est ça la différence majeure avec finalement une bonne partie de l'espace concurrentiel. Et oui, je vais vous dire, il y a un exemple tout simple sur lequel je vais me baser, c'est quel est le pourcentage du budget mis dans la communication et quel est le pourcentage mis dans la qualité de la formation. Plus il y a de communication, trop souvent, plus il y a de pub, moins il y a d'argent dans la formation elle-même. Et comme je le disais, dans ces cas-là, méfiance.
Eh bien, nous allons donner la parole à Lionel parce que, évidemment, j'allais vous dire que toute formation qui n'était pas inscrite sur Parcoursup fallait déjà être méfiant. Et puis, alors, cher Lionel, alors, débrouillez-vous avec cette question. Ouais. Non, c'est pas facile, mais en fait, ça va. Mes propos vont finalement compléter, je pense, ceux d'Aline. C'est vrai, moi je suis aussi dans la position de parent avec une fille qui était sur Parcoursup il y a 2 ans, qui est dans l'enseignement supérieur, un fils qui est en plein dans Parcoursup. Et effectivement, la petite musique, attention aux diplômes, vérifier les diplômes, c'est quelque chose d'effectivement très important auquel on est confronté en tant que parent. Et la première fois que j'ai mis les pieds à la FACO, qui est donc hors Parcoursup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette école? Et en fait, il faut aller au-delà. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur le côté non lucratif, associatif. Tous nos établissements, effectivement, sont des associations. Le pourcentage de communication de la FACO sur son chiffre d'affaires, ça va être 1%. Et pourtant, on se doit d'être présent, mais c'est 1%. Donc c'est très faible. On essaie d'être présent, nous, voilà, de se faire connaître autrement. Et on n'a pas de toute façon les moyens de dépenser beaucoup d'argent, d'offrir des tas de goodies sur les salons. D'ailleurs, on est très peu présent sur les salons. Je pense que ce qui fait la qualité d'écoles qui sont hors Parcoursup, au-delà du côté associatif, non lucratif, c'est que deviennent les étudiants. La FACO, elle a 56 ans, 57 bientôt. Tous nos étudiants, je l'ai dit tout à l'heure en réponse à une précédente question, tous nos étudiants de 3e année, ils sont une trentaine, ont eu une proposition sur la plateforme étatique Mon Master, ce qui n'est absolument pas le cas des étudiants d'université publique. Donc moi, tous mes étudiants avaient la possibilité de partir en université publique. Tous ne l'ont pas fait. Certains ont choisi de rester, notamment pour la prépa barreau, parce qu'ils se destinent à l'avocature et ont choisi de rester dans notre prépa barreau FACO. Mais donc, tout ça, ça rajoute un peu de complexité pour certains parents. Mais il faut effectivement regarder, je pense, l'âge de l'école, le caractère lucratif, non lucratif. Et il y a la reconnaissance des diplômes, et il y a aussi l'enseignement, la qualité de l'enseignement. Et je pense que c'est toujours important d'aller voir les écoles. Aller dans les écoles, assister aux journées portes ouvertes, téléphoner, prenez des informations sur Internet, appelez. La FACO, on est à taille humaine, mais on est aussi à taille humaine. Je fais un petit peu de pub pour mon école, mais on reçoit très facilement, même en dehors des journées et soirées portes ouvertes qu'on organise en semaine, des parents, des lycéens qui peuvent venir, qui font des journées d'immersion. Alors, on ne fait pas des journées d'immersion de façon industrielle pendant une journée avec un cours spécifique, mais non, les étudiants, ils sont vraiment mélangés aux étudiants de première année. Ils vont rencontrer les profs, ils vont voir le campus. Le campus n'est pas très grand, mais voilà, ils sont vraiment intégrés comme d'autres étudiants. Donc vous, parents, je pense que si je peux donner ce conseil, mais je pense qu'on le donnerait tous, allez dans les établissements. C'est sûr que c'est du travail, ça va vous prendre des week-ends, mais ça en vaut la peine. Est-ce que Hans, vous voulez terminer avant qu'on passe la parole aux parents en direct? Oui, non, ça a été tout très pertinent. Je pense il est très important que, oui, que les jeunes réussissent. Je pense que ça, cette idée, j'ajouterais juste que donc il faut former des jeunes qui réussissent, mais aussi qui sont réflexifs et qui arrivent à innover dans le monde de demain qui est en mouvement perpétuel et continu. Donc qui sont capables de faire face à la complexité. Je pense que ça, c'est un objectif éducatif très, très important qu'ils ajoutent à la réussite. Voilà. Mais c'est tout ce que je... Merci. Alors, je dois excuser Hans parce que Hans s'est découvert hier soir un état grippal, mais il voulait absolument être présent. Oui. Nous avons autorisé, mais qu'avec le port du masque, vous savez, dans la situation de santé, etc., il faut aussi préserver tout le monde. Et c'est peut-être ce qui a pu apporter quelques difficultés sur le son, mais je suis sûr que vous comprenez. Alors, je pense maintenant donner la parole. Alors, si j'ai bien compris, je dois être dans mon timing à au moins 1 minute près. Et donc, les questions devraient nous arriver en direct. Alors, Laure.
Merci déjà à tous pour vos explications, vraiment un grand merci. Alors la première question, puisque on parle d'acronymes aussi pour les personnes, on voudrait savoir au nom des parents s'il y a un annuaire, un endroit où on peut retrouver la liste de vos établissements afin que les parents puissent décliner, voir la déclinaison de vos offres de formation sur les territoires proches de chez eux en vue de formuler les vœux sur Parcoursup. Alors, il n'y a pas encore un annuaire récapitulatif de l'ensemble de nos formations, mais on va vous donner quelques noms de sites. Alors, c'est assez facile parce que si vous allez sur le site de la FESIC, vous aurez l'ensemble des écoles relevant de la FESIC. Si vous allez sur le site de l'UNFL, vous aurez également les établissements. Et je suis sûr qu'en tapant l'UDESCA, on doit bien avoir des liens sur chacun des instituts catholiques. Alors, pour ENASUP, c'est un petit peu plus compliqué. C'est peut-être là que vous les connaissez le mieux d'ailleurs, parce que je vous renvoie sur deux sites. Un qui vient d'ouvrir la semaine dernière, qui s'appelle excellencesup.org, qui répertorie enfin à peu près toutes, parce qu'ils ne sont pas encore toutes, c'est un site très récent, toutes les classes préparatoires. Et si vous allez sur excellencepro.org, vous avez toutes les formations dites professionnalisantes, c'est-à-dire tous les BTS, les bachelors, etc. Mais il n'existe pas encore, et j'ai répondu moi-même à la question, d'un site. Mais pourquoi pas? Merci, on l'entend cette question. Laure, à vous. Merci pour votre réponse. Une question pour Monsieur Lindenborn. Pouvez-vous nous redonner le nom de la double licence Bachelor Sciences politiques et Sciences sociales et Histoire, s'il vous plaît? Prenez le micro, monsieur. Vous venez de dire le nom, je D'accord. crois. C'est le bachelor sciences politiques, géopolitique, humanité, avec la licence qui est choisie par l'étudiant. Donc, c'est exactement ce que... Voilà, donc les étudiants peuvent choisir l'une des deux licences, histoire, sciences politiques ou sciences sociales. Et donc, ça sera le bachelor avec l'une de ces licences. Voilà, ça, c'est l'intitulé de la... Et il y a une entrée sur Parcoursup. Donc, normalement, voilà, les candidats devraient le trouver facilement, j'espère. Autre question. Merci beaucoup. Pardon, juste vous trouvez sur le site de l'ICP, bien sûr, ces deux parcours sont indiqués, bien sûr, aussi. Donc, il y a deux sites web. Voilà. Sur le site, ils sont en gras. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour l'information. Autre question, existe-t-il des licences de droit ou bachelor permettant la combinaison études-apprentissage au sein de vos réseaux? Alors, l'apprentissage en droit. Non, l'apprentissage en droit, aujourd'hui, au sein de l'UNFL, non, non, pas pendant les 3 premières années. Ce qui est possible, c'est de faire des formations à distance en management, mais en droit, aujourd'hui, on est vraiment sur une matière nouvelle. Les lycéens ne connaissent pas cette matière. Cette matière, ils la voient autour d'une option qui s'appelle droit et grands enjeux du monde contemporain. C'est assez limité. Certains lycéens la voient effectivement quand ils sont en formation en STMG, mais il y a un besoin pour exercer bien souvent des professions réglementées d'une base théorique assez forte. Et ça se prête assez mal, en tout cas c'est le choix que nous avons fait au sein de l'UNFL. Je sais que d'autres écoles qui ne sont pas dans des organismes et dont je ne parlerai pas ici le proposent hors Parcoursup, mais c'est quelque chose qui ne nous est pas apparu pertinent à aucune de nos formations au sein du UNFL. C'est le mot, je crois, pour la première fois ce soir, de formation de profession réglementée. Et ça impose évidemment des obligations aux organismes de formation. Autre question, Laure. Un étudiant en droit bilingue anglo-américain redoublant son second semestre de L2 pourrait-il intégrer la FACO en 2e année ou à l'entrée de sa 3e année s'il a validé Alors là, on va faire de l'individuel. Hein. Oui. Voilà. Oui, évidemment. Je n'ai pas de cas récent en tête. Si j'ai parlé d'une sud-coréenne tout à l'heure, mais à partir du moment où l'étudiant parle correctement le français, parle correctement l'anglais, il est tout à fait légitime pour postuler
à une deuxième année chez nous. La FACO dispose de parcours adaptés pour un tel étudiant, un parcours de droit classique évidemment, mais également un parcours de droit sciences politiques, s'il a un peu d'appétence pour ce domaine, et puis un parcours droit anglais, droit français, qui pourrait être extrêmement intéressant, mais c'est à voir de toute façon, et ça se discute avec l'étudiant. Je précise parce qu'on est hors Parcoursup et que j'ai quelques instants pour parler de la FACO, et c'est globalement la même chose pour tous les établissements hors Parcoursup. L'étude des dossiers est aussi sérieuse que sur Parcoursup. Nous regardons tous les dossiers, nous regardons tous les bulletins, et au-delà des bulletins, des algorithmes qui font un peu peur quand on parle de Parcoursup, chaque étudiant, quel qu'il soit, a un entretien en visioconférence avec un membre de la direction ou de l'équipe pédagogique. Et c'est finalement à lui d'expliquer son parcours professionnel. Quand on sort de terminale, c'est un petit peu compliqué, mais finalement de défendre son dossier, ce qui n'est pas aujourd'hui possible avec Parcoursup où un premier tri est fait. Allez, on va continuer par une autre question, Laure. Alors, autre question, comment s'inscrire à la prépa barreau? On a beaucoup d'étudiants en droit ce soir, ou de futurs parents Oui, je d'étudiants en crois. droit. Oui. Jamais la FACO n'avait eu autant de... Oui, alors c'est pas propre à la FACO, il y a d'autres établissements qui proposent des prépas barreaux. Je pense qu'à l'Institut catholique de Paris, ça doit exister, non? La prépa barreau de la FACO, elle a cette spécificité qu'elle est à taille humaine, comme la FACO, et elle est pour les étudiants de la FACO ou les partenaires de la FACO. Donc aujourd'hui, pour s'inscrire dans notre prépa barreau, qui se déroule du 1er juin jusqu'à mi-août, donc quelque chose de très intense pendant 2 mois et demi, ça regroupe une trentaine d'étudiants, et il faut être étudiant de la FACO. Et donc il faut rejoindre la FACO à un moment ou à un autre, y être passé il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, avoir fait autre chose entre-temps, et puis voilà. Donc on privilégie les étudiants de la FACO et de nos partenaires. On a quelques partenaires dont j'ai pas parlé, mais je pourrais parler ici de l'Institut supérieur de commerce, l'ISC, avec qui on a une formation complémentaire en 5e année. Voilà. Mais donc c'est quelque chose à taille humaine pour nos étudiants, malheureusement. Enfin, malheureusement. Voilà. On continue, une autre question. Alors là, on va passer sur les écoles d'ingénieurs. Si mon enfant n'a pris qu'une seule matière en spécialité, une seule matière scientifique, existe-t-il dans vos réseaux une école d'ingénieurs qui pourrait l'accueillir? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Comme quoi, Mais il y a c'est pas toujours le grave. collectif et après, il faut faire de l'individuel. Et on est là pour ça. C'est pas grave, je vais le réexpliquer. Donc la réponse est oui. Si je dézoome, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui proposent cela. La première banque de concours à l'avoir proposée, c'est la banque de concours Puissance Alpha, donc à laquelle appartiennent un grand nombre d'écoles d'ingénieurs de la physique, pas tous, mais un grand nombre, et à laquelle appartient l'ISEP. Donc oui, on accueille des élèves avec une seule spécialité scientifique. Et si je zoome sur ce que fait l'ISEP, non seulement on les accueille, mais on se contente pas de les remettre à niveau, ce qui serait un petit peu négatif, mais on essaie de développer et de conserver leur particularisme. Par exemple, un des profils que nous on aime beaucoup, c'est les élèves qui auraient choisi sciences éco et mathématiques, par exemple. Auquel on va continuer à donner quelques cours d'économie avec peut-être la perspective en 5 ans d'être des ingénieurs du numérique qui pourront travailler dans tout ce qu'on appelle business intelligence, donc analyse de données pour des banques, pour des assurances qui sont extrêmement friands de ces profils. Donc la réponse, non seulement elle est oui, mais pas oui en traînant des pieds, mais oui en valorisant chez l'élève ce qu'il a de différent des autres. Alors, Ce qui, vous l'aurez compris, est un peu un motto, en fait. merci Aline. On vous précise tout l'intérêt qu'il y a à aller fouiller dans Parcoursup, parce que tous ces éléments-là, aujourd'hui, figurent dans Parcoursup depuis cette année. On a augmenté le volume d'informations et on sait que tel établissement va recruter avec quel type de doublette suivi en enseignement de spécialité. Et il y a même un simulateur qui fait que vous pouvez indiquer vos moyennes, vous pouvez indiquer votre doublette et on vous dira quel pourcentage de chance de rentrer dans telle ou telle école. Allez sur Parcoursup. C'est complètement dénigré par une frange de... Bon, voilà, je n'irai pas plus loin, mais je peux vous assurer que c'est un véritable outil
pour réfléchir avec vos jeunes sur les possibilités d'entrer ou pas dans tel établissement. Et si vous me permettez de compléter, n'ayez pas peur de Parcoursup. Parcoursup ne décide de rien. En fait, Parcoursup, c'est une plateforme qui met en regard des élèves qui potentiellement veulent rentrer dans une formation et la formation qui a des critères de sélection. Mais c'est nous qui décidons de tout, en fait. Et c'est nous qui pondérons les notes. Dans la plupart de nos écoles, j'en suis sûre, ça a été dit par d'autres personnes autour de cette table, on regarde les lettres de motivation, on regarde les spécificités de l'élève. Donc, en fait, ça n'est qu'un outil logiciel qui nous aide compte tenu des milliers de candidatures que nous recevons les uns et les autres. Mais on a le contrôle sur tout, en fait, et on peut décider de dépondérer une matière par rapport à une autre. Enfin, voilà, n'ayez pas peur de Parcoursup. C'est pas un vilain logiciel qui broie les élèves, pas du tout. C'est un outil extrêmement pratique. Et franchement, si on ne l'avait plus et qu'il fallait revenir au dossier papier, ben, on s'en sortirait pas. Au contraire, c'est ce qui vous permet, comme vous l'avez dit très bien, de regarder l'ensemble de panels des formations et de vous aider à décider voilà, qu'est-ce qui vous correspond et de défendre votre particularisme. Alors, on avance dans les questions. Alors, on nous pose la question de savoir s'il existe une proposition d'études supérieures dans l'art au sein de vos réseaux. Dans l'art, c'est bien ça que j'ai entendu. Alors, on va Oui, parler c'est des ça. DNMAD peut-être. Oui, Oui. alors, oui, bien entendu. Il y a notamment ce qu'on appelle les DNMAD, Diplôme national des métiers, des arts et du design, qui sont des formations en 3 ans qui vous mènent au niveau de la licence et qui peuvent être ensuite prolongées dans des masters à caractère artistique ou dans des diplômes du ministère de la Culture qui ont grade de master. Donc, les DNMAD sont également sur Parcoursup. Il suffit de taper DNMAD et vous aurez toute l'offre de DNMAD dans votre espace géographique ou même sur toute la France, puisque ce sont des recrutements en France. Également, nous avons également des prépas arts, c'est-à-dire qui préparent certains concours. Je pense à Saint-Vincent-de-Paul, à Stanislas, pardon, à Nîmes, qui peuvent préparer au concours de la FEMIS, par exemple, pour le cinéma. Ce sont les grandes écoles du cinéma. Et nous avons également certaines prépas de ce type-là également. Là encore, vous allez trouver sur Parcoursup ou sur nos différents portails Excellence Sup ou Excellence Pro. Et ça représenterait combien de DNMAD dans notre réseau, par exemple? Combien d'établissements? On a une vingtaine de DNMAD en France et on couvre à peu près l'ensemble des régions. Et je vous rappelle que le DNMAD a bien c'est un diplôme en 3 ans qui a le grade de licence, reconnu parce que nous avons des partenariats avec des grands établissements qui permettent la délivrance du grade de licence. Bien, voilà une réponse précise. Laure. J'ajoute qu'il y a 5 écoles d'art et de sciences humaines à la FESIC. Je n'en dirai pas plus, je vous renvoie sur le site, je ne les connais pas très bien. Pour celles que j'ai en tête, c'est souvent des écoles de niche, donc, mais niche en termes d'excellence et un peu pointu dans leur domaine. Donc, en l'occurrence, il y en a 5. Je vous invite à aller voir sur le site. Et merci. Une question Autre nous est posée question, on sur doit approcher du timing. Alors, ça. les Allez, on va bonnes prendre questions. les 2 dernières questions. Est-ce qu'il existe au sein de vos réseaux des parcours double diplôme? Cité beaucoup. On en a cité beaucoup ce soir, des parcours de double diplôme. Alors, Et là, en l'occurrence, la question qui nous est posée, c'est sur une école d'ingénieur et un diplôme en langue étrangère, par exemple. Oui, bien sûr, la plupart des écoles d'ingénieurs ont des doubles diplômes, à la fois avec des universités étrangères et d'autres voilà, organismes en France. Pour l'école qui est la mienne, on a des doubles diplômes avec l'Institut Polytechnique de Paris, avec Centrale Supélec, avec Audencia. Ça aussi, c'est assez populaire maintenant, enfin assez prisé d'avoir des ingénieurs qu'on appelle managers, donc qui se forment également aux techniques de supply chain, commerce, management, etc. Donc, et puis, on a aussi, puisqu'il y a une composante internationale importante dans les écoles d'ingénieurs, des doubles diplômes à l'international. Oui, ça existe très, très largement. Là aussi, en fonction de ce qui est recherché, il faut regarder vraiment dans le détail, mais l'offre est large. Universitaire aussi, dans les instituts catholiques, il y avait beaucoup de doubles diplômes. Alors, la dernière question, Laure.
C'est une question somme toute importante pour les parents, c'est le coût des études. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les établissements de vos réseaux? Alors, très bonne question et que je donnais tout à l'heure comme exemple que sur plusieurs sites des écoles, vous avez même un simulateur pour connaître les coûts parce que la plupart de nos établissements, et que c'est une vraie volonté politique hein, de l'enseignement catholique au sens large, c'est d'appliquer la modulation des contributions des familles. Alors, il peut être divers ces montants. Hein. On a vu qu'une formation du type BTS ou CPGE en classe préparatoire du réseau RENASUB, ben, c'est les coûts d'une contribution d'un élève de lycée à peu près, éventuellement une centaine d'euros en plus, mais c'est du même ordre et avec la différence sans doute d'un cycle ingénieur dont vous pouvez faire tout ou partie vos études en apprentissage, et là on est bien sur un coût zéro. C'est vrai qu'une université, à l'Institut catholique de Paris, il y a aussi des possibilités de modulation hein, des tarifs, donc on peut être entre 2 000 et 8 000 euros. Lorsqu'on est sur du double diplôme, souvent ça augmente un peu parce que évidemment il y a plus d'intervenants et de professeurs à payer. Aller directement sur les sites, ça fait partie de nos obligations d'indiquer les tarifs avec les accès, on l'a vu, y compris dans les établissements UNFL, les accès aux bourses, les accès aux CROUS, puisque ce sont des formations reconnues par l'État. C'est trop variable pour que l'on puisse Oui. vous donner ici un tarif, hein, mais Peut-être, il y a aussi des solutions avec des prêts bancaires aussi qui sont facilités. Et Jean-Marc veut rajouter un dernier oui, mot. ben, j'ai parlé tout à l'heure des prépas associés. Les prépas associés, finalement, permettent, tout en sécurisant la démarche de l'école d'ingénieur, d'avoir un coût quand même beaucoup plus réduit que les écoles réellement, que le cursus en 5 ans d'une école, parce que tout simplement, lorsqu'on a une prépa associée, une partie des enseignements vont être sous contrat et donc finalement pris en charge par l'État. Comme nous ne sommes pas des structures qui cherchons à gagner de l'argent, eh bien le fait que les enseignants soient payés par l'État fait que ça se répercute dans ce qui est demandé. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver sur des premières années d'école, enfin de CPGE associés à une école, qui vont se situer, je veux dire, entre 3 et 4 500 euros, quoi, grand maximum. Et donc Voilà. assez loin des cursus à 7 000 à 8 000. Hein. Rappelez-vous ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de blocage par rapport aux situations des différentes familles. Rapprochez-vous des établissements et des chefs d'établissement pour voir quelle est la meilleure solution de financement des études de vos enfants. Laure, il vous appartient de conclure. Effectivement, alors on voulait avec mes collègues de la technique faire quand même un petit tour dynamique au niveau des parents, des personnes qui nous écoutent ce soir. Parce qu'à l'issue de donc, cette soirée de présentation fort intéressante des possibilités de poursuite d'études dans l'enseignement catholique et à l'heure de l'ouverture du portail Parcoursup, on aurait aimé connaître un petit peu leur état d'esprit, leur état d'esprit au moment de la formulation des choix d'orientation pour l'année prochaine. Donc, je laisse les parents, du coup, répondre sur le côté, comme ça nous donnera une petite information. Et effectivement, il est l'heure de conclure ce joli moment que nous avons passé tous ensemble. Donc, parce qu'il s'achève, il est l'heure de la fin. Et j'espère déjà que vous avez pu répondre, que vous avez trouvé cette session instructive et utile, que les réponses qui ont été données vous ont été utiles. Un immense merci à nos intervenants de vous être déplacés, d'avoir pris le temps de venir, même malade. Vraiment un grand merci pour votre expertise et le partage de vos connaissances. Vos questions et la participation active ont enrichi nos échanges et nous vous en remercions sincèrement. Nous vous rappelons que pour aller plus loin, vous pouvez accéder à notre site appel.fr à l'onglet orientation qui permettra de vous donner des outils pour aider votre jeune à s'orienter. N'oubliez pas qu'il existe le replay de cette soirée que vous pourrez diffuser aux personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir.
Et nous vous rappelons qu'il y a le jeudi 6 février à 18h30 notre 4e webinaire autour de Parcoursup et la formulation des vœux. En attendant, je remercie encore les personnes présentes ce soir et je vous souhaite une excellente fin de journée. Les documents, l'ensemble des sites que vous avez cités, Monsieur Ruland, seront disponibles via un document que nous partagerons aux parents ayant suivi ce webinaire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.